Il insiste volontiers sur toutes les guerres qu'il serait parvenu à empêcher ou à interrompre, au point même d'en revendiquer le Nobel de la paix. Le prix a été remis cette semaine, non pas à lui, mais à la principale figure de l'opposition au Venezuela. Qu'à cela ne tienne, Donald Trump, qui n'est plus à une contradiction près, semble de plus en plus susceptible de se renier en déclenchant une guerre avec le Venezuela, justement. On va en parler avec vous, Jean-Louis Martin, chercheur associé sur l'Amérique latine à l'IFRI. Mais d'abord, une vingtaine de frappes sur des navires en plus et plus de 80 morts. Depuis septembre, l'armée américaine n'hésite plus à viser ce que la Maison-Blanche désigne comme des trafiquants de drogue, jusqu'à menacer en des termes à peine voilés le Venezuela d'une guerre au sol. Écoutez. Ils nous ont maltraités et je suppose que maintenant nous ne les traitons pas très bien. Si vous regardez le trafic de drogue par voie maritime a diminué de 92%. Et personne ne sait d'où viennent les 8% restants, car je n'en ai aucune idée. Quiconque s'implique dans ce trafic en ce moment ne s'en sort pas bien et nous allons commencer à lutter contre ce trafic sur terre. Cela va bientôt commencer. Jean-Louis Martin, vous nous direz si ces menaces sont fondées ou pas, mais d'abord, quand on voit les moyens militaires déployés par les États-Unis, 15 000 hommes, 15 navires de guerre, le porte-avions à propulsion nucléaire le plus cher et le plus moderne au monde, l'USS Gerald Ford, on se dit que Washington n'a pas mobilisé cet effort pour rien. C'est vrai, c'est tout à fait inédit. Après, il y a différents moyens d'utiliser cet instrument. Effectivement, ça peut être une intervention au sol, ça peut être aussi des bombardements ciblés à distance. Le champ des possibles est encore très large. Il y a eu des précédents dans l'histoire récente, que ce soit sous Hugo Chavez, lors des nationalisations qui ont exproprié Exxon, notamment, ou du coup d'État manqué de 2002, encore de l'opération Gideon. C'était en 2020, soutenu par d'ex-militaires américains devenus mercenaires à l'époque pour renverser Maduro déjà. Washington a plusieurs fois été soupçonné de vouloir user de la manière forte. Oui, alors pas toujours directement. Par exemple, vous avez cité l'exemple de 2002. Je ne sais pas à quel point Washington était impliqué dans la préparation, mais ce qu'ils ont surtout fait... Du coup d'État manqué, avorté. Voilà, coup d'État manqué contre Hugo Chavez. La principale erreur des États-Unis, ça a été de reconnaître le nouveau pouvoir qui s'est écroulé 2 jours plus tard. Et le pouvoir vénézuélien s'en rappelle encore, évidemment. Oui, le Venezuela, avec la 50e, 60e budget militaire de la planète, il est en état de résister à une éventuelle offensive au sol des États-Unis aujourd'hui ? Alors, 50e ou 60e, je ne sais pas, parce qu'en fait, on n'a aucun chiffre sur le Venezuela, si ce n'est à peu de choses. Enfin, on sait à peu près combien de Vénézuéliens sont partis, c'est à peu près le seul chiffre sérieux qu'on ait. Je pense que, vu l'état de délabrement général du pays, cette armée n'est pas très bien organisée, pas très bien équipée, même s'il y a eu des livraisons d'équipements russes au cours des dernières années. Mais ce qui est vrai, c'est que une intervention au sol serait très difficile parce qu'il y a non seulement l'armée, mais le pouvoir maduriste a armé aussi une partie de la population. Tout le monde ne se battrait pas contre des djihadistes qui débarqueraient, mais ça serait quand même très très sanglant. Cette menace militaire des États-Unis, elle est perçue comment au sein de la population vénézuélienne, Alice Campagnol ? Eh bien, c'est étonnant, mais ici, au Venezuela, la vie se déroule normalement. Les Vénézuéliens continuent d'aller au travail, de faire leurs courses et même d'aller voir des matchs de baseball au stade monumental. Leur quotidien n'a pas changé malgré la menace militaire américaine. Alors, il faut dire que cela fait des mois que les médias s'alarment, que Donald Trump lance des ultimatums et affirme que bientôt, il se passera quelque chose. Donc, c'est un peu comme la fable de Pierre et le loup. À force d'alerter, eh bien, les gens n'y croient plus. Cependant, il y a bien quelque chose qui si chamboule la vie des Vénézuéliens, surtout en cette période de Noël, ce sont les vols suspendus. Je le rappelle, après l'annulation de plusieurs liaisons internationales par les compagnies aériennes pour des raisons de sécurité, eh bien, c'est le gouvernement lui-même qui a décidé de suspendre les licences de plusieurs compagnies aériennes internationales. Donc aujourd'hui, le pays est extrêmement isolé et son plus grand aéroport est quasiment vide. Jean-Louis Martin, on évoquait à l'instant l'état de l'armée vénézuélienne, mais le Venezuela dispose aujourd'hui d'alliés éventuellement susceptibles de venir lui prêter assistance ? Oui, mais ils sont loin. Vous avez bien sûr la Russie.
La Chine, beaucoup moins, parce que la Chine a été proche du Venezuela à un moment, lui a fait beaucoup de crédit. Ça ne s'est pas très bien passé et la Chine a maintenant d'autres intérêts en Amérique latine. Et puis, le seul qui soit prêt, je passe sur le Nicaragua, mais c'est Cuba, en fait. Mais Cuba a aussi d'énormes problèmes économiques et n'est certainement pas en mesure de soutenir militairement. Il y a des conseillers militaires cubains à Caracas, mais ça n'ira pas beaucoup au-delà. Donc, et puis les autres pays latino-américains ne verraient certainement pas très favorablement du tout une intervention américaine, mais de là à aider le Venezuela, personne ne bougera. Ah oui, moins proche peut-être, mais tout de même peut-être aligné, en tout cas politiquement. Il y a quoi? La Colombie, le Brésil, l'Équateur? Les gouvernements de gauche en ce moment, en Amérique latine, vous avez le Brésil qui a essayé de jouer le médiateur sans succès, la Colombie qui a essayé de faire un petit peu la même chose sans succès aussi, et puis le Chili où ça va peut-être pas durer bien longtemps, le gouvernement de gauche. Donc non, régionalement, pas de succès. Puis aucun de ces pays, de toute façon, n'interviendrait pour appuyer militairement le Venezuela. Alors vous évoquiez la Russie, le grand allié, mais lointain. Vladimir Poutine a fini par réagir en apportant son soutien à Nicolás Maduro et son pays, sa souveraineté, surtout territoriale, au terme d'une conversation téléphonique, soutien à minima. Oui, il ne pouvait pas faire beaucoup moins. Cela dit, là aussi, la Russie a d'autres chats à fouetter en ce moment. Et on peut compter sur des livraisons d'armes, mais ça ira pas au-delà. Vous imaginez un accord tacite entre Donald Trump et Vladimir Poutine, chacun dans sa sphère d'influence pour ne pas venir perturber l'autre? Là, c'est une interprétation qui tient tout à fait la route. Cela dit, je n'ai aucun élément concret pour confirmer ça. Mais c'est tout à fait possible, d'autant qu'on a vu quand même la semaine dernière ou le week-end précédent cette déclaration publiée par les États-Unis, la nouvelle stratégie, qui est extrêmement claire sur le fait que l'Amérique latine, c'est la chasse gardée des États-Unis et qu'ils ne veulent y voir personne d'autre. C'est un point sur lequel le document revient plusieurs fois. Et on va y revenir. Revenons-en d'abord aux accusations portées par Washington. De quel poids pèse le Venezuela dans le trafic de drogue en direction des États-Unis, Maya Neistiataghen? Alors tout d'abord, il faut définir de quelle drogue on parle. C'est vrai que l'Amérique latine, c'est le premier fournisseur de cocaïne dans le monde. Alors essayons de voir si de ce côté-là, la réponse serait le Venezuela. Eh bien, les chiffres en réalité disent que le premier producteur, c'est la Colombie, suivi par le Pérou à 27% et enfin, loin derrière, la Bolivie. Alors si le Venezuela ne produit pas en masse de la cocaïne, peut-être que le Venezuela en distribue. Alors regardons cette fois-ci la carte des routes empruntées par les trafiquants. Et là aussi, la réponse, c'est que 8% du trafic qui passe par le Venezuela, la véritable plaque tournante, elle est ici, c'est l'Équateur. L'Équateur, 70% du trafic mondial de cocaïne va passer par les ports de l'Équateur. Mais en réalité, ce qui inquiète en ce moment les autorités américaines, c'est pas tant la cocaïne que le fentanyl. Vous voyez ici le nombre de décès par surdose. Et qui produit cet opioïde synthétique? Est-ce que c'est le Venezuela? Pas du tout. Le fentanyl, en réalité, si on regarde cette carte, on découvre que ce sont des précurseurs chimiques importés de Chine qui sont ensuite transformés par les cartels mexicains qui ont créé une véritable multinationale du fentanyl. Donc au final, là aussi, pas grand-chose à voir avec le Venezuela. Jean-Louis Martin, ni producteur, ni même principal pays de transit pour la drogue à destination des États-Unis. Seul 8% de la cocaïne colombienne passe par le Venezuela. On est loin du narcoterrorisme reproché aujourd'hui au Venezuela. Tout à fait. Donald Trump a accusé un peu tout le monde, enfin tous ceux qui n'étaient pas ses amis, d'être des narcotrafiquants. Ça a été aussi le cas du président Petro en Colombie. Je pense que c'est pas... Alors bon, il y a d'abord les excès de langage auxquels il nous habitue, mais il y a peut-être aussi un intérêt particulier pour lui, c'est que déclencher une guerre formelle contre le Venezuela, ça demanderait l'aval du Congrès. Alors que lancer des mesures de contre-terrorisme à chaud, ça, il peut le faire directement. Donc, il y a peut-être une justification ex ante de ce qu'il pensait faire par la suite. Après, c'est vrai que le Venezuela est totalement marginal
dans le trafic de stupéfiants vis-à-vis des États-Unis. Alors là aussi, Donald Trump a essayé de l'habiller en parlant d'un cartel des sols. Les sols, c'est les soleils qui sont sur les uniformes des généraux vénézuéliens, mais il n'y a rien de concret derrière cette accusation. Oui, d'autant que ce qui invalide d'une certaine manière le discours de Donald Trump, c'est que dans le même temps, il gracie l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernández, incarcéré aux États-Unis précisément pour trafic de drogue. Oui, mais bon, c'est un de ses amis. Et c'est ça qui compte, la loyauté. Plus que la justice. L'autre sujet de contentieux et qui explique que Washington ne peut pas se permettre de totalement couper les ponts avec Caracas, il s'agit de l'immigration clandestine. Donald Trump se fait fort de renvoyer chez eux les migrants en situation irrégulière aux États-Unis. Or, un certain nombre d'entre eux sont vénézuéliens. Reportage à Chicago de nos confrères à Bogota, Herminia Fernandez et Lionel Poussery. Sortir les poubelles, un geste quotidien devenu dangereux pour les migrants aux États-Unis. Gabriela Pérez en est témoin. Freddy, son mari, un migrant vénézuélien, a été arrêté un matin par le service de l'immigration et des douanes des États-Unis devant chez lui. La DEA a publié sur les réseaux sociaux une photo de Freddy l'accusant de faire partie du puissant cartel vénézuélien Tren de Aragua. Transféré dans un centre de détention, il nie ces accusations. C'est le gouvernement qui m'a piégé en me poursuivant. Ils m'ont arrêté sans enquête. Freddy, bien qu'ayant un statut de protection temporaire, n'est pas à l'abri d'une expulsion. Aujourd'hui, la crainte d'être expulsé préoccupe toute personne vivant aux États-Unis sans document légal. Beaucoup ont peur, comme ce Vénézuélien qui souhaite rester anonyme. Oui, j'ai peur, mais c'est pour ça que je ne sors plus. Je ne sors plus vraiment, car où aller dans ma situation ? Pour cet avocat en affaires migratoires, les mesures prises par Donald Trump sont illégales et montrent des signes de discrimination et de racisme du gouvernement républicain. Le Congrès a essentiellement cédé aux injonctions de Trump et n'a rien voulu faire pour essayer de protéger la communauté latino-américaine ou la communauté migrante, car la migration, ici, n'est pas seulement latino-américaine. Alors que la vie sociale des migrants est suspendue par peur d'être envoyés dans leur pays, Donald Trump continue sans relâche de tenter d'expulser plus d'1 million de sans-papiers. Le président américain souhaite également supprimer les permis de séjour temporaires pour endiguer toute migration, même légale. Jean-Louis Martins, c'est le paradoxe de cette crise, c'est que jusqu'à tout dernièrement, le Venezuela acceptait de réadmettre sur son territoire des clandestins expulsés par les États-Unis. Oui, alors qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, parce que, il y a eu un peu moins de 8 millions, l'ordre de grandeur, c'est ça, de Vénézuéliens qui ont quitté le pays depuis 5 ou 6 ans, ce qui montre bien l'état de décrépitude de l'économie, parce que ce sont pour l'essentiel des migrants économiques et pas... S'il y a quelques dizaines de milliers d'opposants politiques, c'est à peu près tout. Les gens ne sont pas partis pour ça. Et le nombre de ceux qui sont partis aux États-Unis, je crois qu'on est dans l'ordre de 500 000, c'est-à-dire sur 8 millions. Sur les 8 millions, il y en a 3 en Colombie, il y en a 1 700 000 au Pérou. Donc ce que les Américains ont dû accueillir chez eux, c'est assez marginal par rapport au total. La quasi-totalité sont des migrants économiques. Alors, il est possible qu'il y ait quelques, comme disait Donald Trump, bad hombres parce que parmi eux. Il accuse le Venezuela en réalité de vider ses geôles pour envoyer ses repris de justice vers les États-Unis. C'est un fantasme qui fait référence au Cuba, on s'en souvient, de la fin des années 70, début 80 ? Oui, tout à fait. Alors, c'est quelque chose que les Cubains avaient fait, effectivement, à l'époque. Aujourd'hui, on a, là encore, c'est de l'affirmation de Donald Trump et rien d'autre. On n'a pas du tout de preuves. Et la plupart des gens, je répète, sont vraiment partis parce qu'ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de revenus, il n'y avait plus rien dans les magasins, ils n'avaient plus à manger. Et ces gens... Vous les voyez, je suis allé en Colombie il n'y a pas très longtemps, vous les voyez à pied le long des routes colombiennes. Donc je ne suis pas sûr que le narcotrafiquant émigre dans ces conditions-là. Oui, dans ce niveau de dénuement. Une obsession migratoire et un discours envers l'Amérique latine qui pourrait bien coûter cher à Donald Trump. La Colombie, par exemple, un allié traditionnel de Washington, se tourne de plus en plus vers la Chine pour ses infrastructures, Lionel Poussery.
Alors que Donald Trump multiplie les critiques et les attaques personnelles contre Gustavo Petro, le président colombien, assiste-t-on à un basculement stratégique dans la région? La Colombie, allié historique des États-Unis sur le plan politique et militaire en Amérique latine, regarde de plus en plus en direction de la Chine. Si les États-Unis restent le principal partenaire commercial de Bogota, le gouvernement de Gustavo Petro, premier président de gauche du pays andin, veut augmenter les échanges avec Pékin, qui est pour l'heure son deuxième partenaire économique. Symbole de ce rapprochement, l'intégration officielle en mai dernier de la Colombie aux nouvelles routes de la soie lancées par Xi Jinping. Gustavo Petro affirme que cet accord permettra de développer les exportations de produits colombiens vers la Chine, grâce notamment à une liaison maritime directe entre Shanghai et le principal port colombien de Buenaventura. Avec à terme l'objectif de rééquilibrer une relation commerciale pour l'heure très favorable à la Chine, qui exporte chaque année pour plus de 14 milliards de dollars de ses produits vers la Colombie, contre seulement 6 milliards dans le sens inverse. Jean-Louis Martin, la Colombie qui adhère aux nouvelles routes de la soie, tout cela pourrait changer en cas de victoire de la droite aux élections en Colombie l'an prochain? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je pense que la poussée chinoise en Amérique latine est inéluctable, quels que soient les gouvernements en place. Et on a vu par exemple en Argentine, et on avait vu ça avant avec Bolsonaro au Brésil, des présidents de droite et même d'extrême droite qui disent pique-pendre de la Chine communiste et ce que vous voulez avant leur élection. Et puis quand ils sont en place, ils se rendent compte qu'économiquement, c'est tout à fait indispensable de travailler avec la Chine. Donc si une alternance intervenait en 2026 en Colombie, ce qui n'est pas encore certain, mais ce qui est tout à fait dans le possible, je ne suis pas sûr que ça se traduirait par une réorientation majeure de l'activité, enfin de la politique colombienne. Mais de toute façon, on peut faire partie des routes de la soie, mais la Colombie n'a pas énormément de ressources primaires à vendre à la Chine. Oui, plus stratégique peut-être le canal de Panama, et on le sait, là, la présence chinoise irrite fortement les États-Unis. Oui, alors il y a eu des pressions très très fortes des États-Unis pour que le gouvernement panaméen force une compagnie chinoise, enfin hongkongaise, mais proche de Pékin, à vendre ses terminaux portuaires à Panama-Ville et à Colón, à l'autre bout du canal. Il était question que ce soit BlackRock, je crois, qui achète ça. Oui, et puis, proche de Donald Trump. Ça s'est toujours pas fait. Je ne suis pas au courant des détails, des raisons pour lesquelles ça ne se fait pas, mais ça avance beaucoup moins vite que prévu. Et il a aussi été question de passage gratuit des bateaux américains dans le canal, ça non plus. Donc beaucoup de bruit, et jusqu'ici, pas grand-chose. Une lutte d'influence dans ce qui a longtemps été considéré, vu de Washington, comme l'arrière-cour des États-Unis au nom de la doctrine Monroe, qui a servi de base à la politique étrangère américaine. Expliquez-nous, Maya Neissiatagen. Et oui, le 2 décembre 1823, le président américain James Monroe s'adresse au Congrès et déclare aux Européens le vieux continent, aux Américains le nouveau monde. Alors c'est son message clair aux Européens de l'époque: nous n'interviendrons pas dans vos affaires, mais vous, en échange, toute ingérence, toute colonisation sur le continent américain, eh bien, vous oubliez. Et c'est un message qui intervient à un moment où il y a beaucoup d'indépendances qui sont déclarées sur le continent du sud américain, comme par exemple Haïti, le Brésil ou encore d'autres pays qui ont été colonisés par l'Espagne. Et les États-Unis s'inquiètent à ce moment-là d'une potentielle répercussion, intervention militaire des Européens. Eux-mêmes sont indépendants depuis à peine 50 ans et ils se positionnent en grand frère protecteur de la zone. Mais au fur et à mesure, eh bien, cette déclaration Monroe va devenir une justification à l'impérialisme américain, et notamment à partir de 1904 où Theodore Roosevelt va ajouter son corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe. Les États-Unis vont à partir de là considérer qu'ils peuvent intervenir un peu malgré eux dans les affaires d'un autre État américain sous prétexte de garantir le bon ordre de la région. Alors, chaque président va avoir son petit nom pour ça. Il y a eu la politique du gros bâton, la diplomatie du dollar ou encore les pratiques de bon voisinage. Certains ont eu plus de succès que d'autres. On se souvient tous de John Fitzgerald Kennedy qui a été empêtré dans la crise des missiles à Cuba en 1962.
Eh oui, une doctrine dont la stratégie de sécurité nationale dévoilée, vous l'avez dit, Jean-Louis Martin, par Donald Trump récemment, se veut le corollaire. Il y a eu un corollaire Roosevelt, désormais le corollaire Trump. Pour restaurer leur prééminence, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir partout où ils le jugent nécessaire sur le continent américain encore aujourd'hui. C'est quand même un peu la première fois. Enfin, il y a eu dans le passé des déclarations de présidents, effectivement, Monroe, puis Teddy Roosevelt. Il y a eu des interventions, certaines très visibles, comme par exemple celle de Panama en 1989. Il y a eu des soutiens à des coups d'État, par exemple dans les pays du cône sud, au Chili en particulier en 1973. C'est quand même la première fois où c'est théorisé, si on peut appeler ça une théorie, mais enfin explicité de manière aussi claire dans un document officiel. C'est quand même un petit peu plus clair qu'une simple déclaration d'un président. C'est l'Amérique latine nous est réservée. C'est-à-dire, nous est réservée, ça veut dire deux choses. Il nous faut des gouvernements amis dans la région. Et une deuxième chose, nous avons priorité sur les ressources aux matières premières de la région. Oui, justement, parce qu'on s'interroge, s'agit-il là d'un véritable enjeu de sécurité pour les États-Unis, comme c'est présenté par Donald Trump lui-même, ou bien de manière plus prosaïque, une façon de s'approvisionner en matières premières ? Alors, les considérations de sécurité, il n'y a aucun État latino-américain qui envisage, même dans ses rêves, d'attaquer les États-Unis. Il y en a quand même. Pourrait servir de base arrière, comme ça a été le cas pour Cuba notamment, à l'Union soviétique du temps de la guerre froide. Oui, enfin, c'était, du point de vue des Cubains, c'était purement défensif. C'était bon. Après, il peut y avoir d'autres préoccupations de sécurité. Par exemple, on en a parlé, la drogue, les migrations. Mais bon. Ma conviction personnelle, c'est peut-être un biais parce que je suis économiste, oui. C'est que c'est l'accès aux ressources qui intéresse les États-Unis. Et de ce point de vue-là, le Venezuela est un cas particulier, tout à fait intéressant, parce que dans la plupart des pays, les jeux sont déjà faits, c'est-à-dire les États-Unis ne peuvent plus mettre la main aussi brutalement sur les ressources, par exemple sur le fer et les métaux au Brésil, parce qu'il y a une grande compagnie privée, enfin anciennement étatique mais privatisée, Vale, qui est l'acteur dominant sur ce secteur. Même chose au Chili avec le cuivre. Codelco ne va pas être privatisé pour les beaux yeux des États-Unis, parce que c'est tout à fait central dans la politique économique chilienne. Au Pérou, là aussi, ce sont des acteurs privés. Bon, on peut avoir des Américains qui entrent dans le jeu, il y en a déjà. Il y a des Mexicains qui sont là aussi. Mais les deux pays qui me paraissent particulièrement intéressants, parce que le jeu, il reste ouvert. Alors, j'écarte le Mexique parce que Pemex est dans un état calamiteux, pas très attractif en ce moment, mais ça va prendre du temps avant que les Mexicains acceptent d'ouvrir le secteur pétrolier, enfin des hydrocarbures aux étrangers. Il reste qui ? Il reste le Venezuela avec ses énormes ressources pétrolières qui sont les principales réserves au monde. Et en plus, c'est du pétrole lourd qui convient assez bien pour compléter le shale oil extrait aux États-Unis, qui lui est un pétrole léger. De schiste, oui. Voilà. Et donc les raffineries ont besoin les raffineries aux États-Unis ont besoin de traiter les deux. Et puis l'autre pays qui est aussi où le jeu est ouvert, c'est l'Argentine, où vous avez un secteur minier qui a été complètement négligé, et vous avez vu aussi, il y a à peu près un mois, cet accord commercial totalement déséquilibré entre les États-Unis et l'Argentine, qui là aussi ouvre la porte aux investissements américains dans le secteur. S'accaparer les premières réserves pétrolières au monde, c'est ainsi que vous analysez la saisie par Washington d'un pétrolier vénézuélien et la mise sous sanction de 6 compagnies et 6 pétroliers au passage ? Non, je pense que la capture de ce pétrolier, qu'il faut appeler piraterie, dans le mot existe pour ça. Bon, c'est aux yeux du droit maritime international. Aux yeux du droit maritime, c'est à peu près sauf que là il n'y a pas de mort, mais c'est comme les bombardements de petits bateaux. C'est une pression supplémentaire sur le Venezuela. Après, s'accaparer. Il n'est pas impossible quand même que les Américains laissent quelques miettes aux autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas forcément de tout prendre, mais d'avoir une position dominante sur le marché pétrolier vénézuélien. Et ce conflit, il ne date pas d'hier. Dès la fin des années 90, Hugo Chavez prend les rênes du pays qu'il entend transformer radicalement par une révolution bolivarienne.
pas du goût des États-Unis, dirigés par George W. Bush à l'époque. Retour en images. Les stades ont deux visages et deux sortes de héros en Amérique du Sud. On y fait du sport et de la politique. Et quand la foule bouge, ces héros bougent avec. Chavez, sans béret de parachutiste, président vénézuélien anti-Bush, avait hier sa botte secrète. Des crampons d'or en retraite, ceux de Diego Maradona. Virons Bush. Dehors Bush, répète la banderole, car après les populistes se sont engouffrés dans la brèche les altermondialistes. Et les plus radicaux ont brillamment dénoncé l'impérialisme des États-Unis qui s'exerce d'abord sur le continent sud-américain. Au même moment, à quelques kilomètres dans les palais huppés des grands de ce monde, changeant de costume et de manière, mais toujours sans béret militaire, sa tenue favorite, Chavez rejoignait ses 34 homologues et chefs d'État du 4e sommet des Amériques. Une certitude, le duel Bush-Chavez n'a pas eu lieu. Pour la photo de famille qui de famille n'a que le nom, on a pris soin de les séparer. Au menu des débats, la zone de libre-échange des Amériques, un vieux projet que condamne Hugo Chavez aux grandes dames de George W. Bush. Jean-Louis Martin, on a longtemps cru Hugo Chavez sur un siège éjectable. Aujourd'hui, son successeur, lui, est toujours là. D'après vous, est-il vrai que Nicolás Maduro aurait ou serait en train de négocier les conditions d'un éventuel départ avec les États-Unis ? C'est possible, mais ça a été privé. C'est-à-dire qu'il y a eu une conversation entre Maduro et Trump. Les versions des deux partis ne collent pas vraiment. Maduro a même parlé d'une invitation qu'il aurait reçue de la part de Trump pour aller à Washington, ce qui paraît quand même difficilement cohérent avec la promesse de je ne sais plus combien de millions de dollars promise à qui aiderait à l'arrêter. Bon, il est possible que Maduro cherche une sortie. Cela dit, il me semble que le problème est loin vénézuélien est loin de s'arrêter à Maduro. C'est tout un système. C'est-à-dire que l'armée trempe jusqu'aux yeux dans ce clan qui contrôle le pays. Une Ana Corrida Machado, la prix Nobel de la paix au pouvoir, serait plus docile pour les États-Unis ? Ah, mais évidemment. On verra en tout cas de quoi l'avenir sera fait. Merci d'avoir été avec nous à nouveau, Jean-Louis Martin. C'était Le Monde dans tous ses états. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine pour un nouveau numéro.